de démarrer cette audition où nous avons la chance et le plaisir de rencontrer M. Éric Woerth, député et ancien ministre. Je précise que cette audition fait l'objet d'une diffusion visio, qu'elle sera disponible sur le site internet du Sénat. Monsieur le ministre, nous vous remercions chaleureusement de vous être rendu disponible pour nous parler d'intercommunalité et spécifiquement des propositions concernant que vous avez développées dans un rapport remarqué intitulé « Décentralisation, le temps de la confiance ». Vous y proposez notamment de réformer le schéma de financement des intercommunalités, de conforter la place des maires et des projets de territoire et d'oser la subsidiarité en mobilisant des instruments tels que l'intérêt communautaire et la délégation de compétences. Ces propositions sauront, j'en suis sûr, alimenter la réflexion de notre mission d'information créée à l'initiative du groupe RDSE et qui, je le précise, n'a pas pour objectif de remettre en cause le principe de l'intercommunalité, mais d'identifier les freins et blocages de toute nature qui entravent le bon fonctionnement de certaines structures intercommunales. En adoptant une démarche pragmatique au plus près des réalités de terrain, nous avons à cœur de trouver avec les élus, en particulier avec les maires et les présidents d'intercommunalités, des voies d'amélioration pour garantir le meilleur fonctionnement possible de notre démocratie locale, notamment en termes de gouvernance et de services rendus aux citoyens. Je précise que, parallèlement à nos travaux, d'autres instances du Sénat se consacrent à l'étude de la situation financière des collectivités locales. La commission d'enquête sur la libre administration de ces collectivités dans le cadre du droit de tirage du groupe écologiste et à la GEMAPI sous l'égide de la délégation aux collectivités territoriales. Par ailleurs, la question des métropoles de Paris, Lyon et Marseille sont des sujets bien trop vastes pour notre mission d'information et ont déjà fait l'objet de plusieurs rapports du Sénat, notamment dans le cadre des travaux de la commission des lois. Je cède sans plus attendre et immédiatement même la parole à Madame la rapporteure Maryse Carrère pour que nous entrions directement dans le vif du sujet. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous et de nous consacrer un peu de votre temps. Notre mission d'information a commencé ses auditions il y a un peu plus d'un mois. Nous avons entendu d'ores et déjà beaucoup d'associations d'élus et nous sommes rendus sur le terrain, notamment la semaine dernière dans les Hautes-Pyrénées. Et nous avons déjà quelques grandes tendances qui commencent à se dégager sur ce qu'on a retenu, de ce que nous ont dit les élus sur le terrain. Aujourd'hui, les élus et les maires en particulier ont le sentiment que la mise en œuvre de la loi NOTRe s'est faite à marche forcée, avec une création de nouvelles intercommunalités qui a créé des tensions, pour ne pas dire des fois des inimitiés entre élus. Beaucoup de maires aussi expriment une forme de dépossession, de perte de sens de leur mission au niveau de la commune. Et ils regrettent aussi aujourd'hui le manque des fois de démocratie et de clarté dans les prises de décision au niveau de l'intercommunalité. Les élus des petites communes se sentent des fois un peu désorientés et peu écoutés, voire écartés de la prise de décision qui souvent leur échappe. La répartition des compétences aussi fait clairement débat, même s'il est clair que l'intercommunalité paraît souvent comme l'échelon compétent et légitime pour porter des projets et faire du développement territorial. Nous l'avons vu la semaine dernière à propos de la gestion des eaux, notamment la GEMAPI réalisée à l'échelle d'un bassin versant, où l'interco permet aussi la réalisation de projets que la seule commune centre ne pourrait pas faire. Par exemple, on a vu à Tarbes avec mes collègues la semaine dernière la reconversion de l'ancien Arsenal est devenue pour un bâtiment, un centre sportif de référence. Et le maire nous a avoué qu'il n'aurait pas pu porter lui seul cet investissement avec la seule commune de Tarbes. Voilà, donc votre expertise suite au rapport que vous avez fait et sur lesquels vous nous présentez quelques possibilités, quelques outils qui nous semblent intéressants pour essayer
de rapprocher les maires des présidents d'intercommunalité et de l'intercommunalité elle-même. Nous ont fait que nous souhaitions vous auditionner et puis nous souhaitions vous poser quelques questions peut-être générales, un propos liminaire si vous le souhaitez, avec votre vision de l'intercommunalité aujourd'hui. Est-ce qu'elle est, selon vous, une réussite ? Et est-ce qu'aujourd'hui, la loi NOTRe a ancré dans le paysage institutionnel l'intercommunalité? Est-ce qu'elle est aboutie, selon vous, ou est-ce qu'il reste encore des marges de manœuvre et d'amélioration pour l'intercommunalité dans notre pays? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, j'ai été maire pendant longtemps et président d'une intercommunalité, donc ça permet c'est une communauté de communes, une modeste communauté de communes de à peu près 50 000 habitants. Le rapport que j'ai remis au président de la République, il avait eu un objectif précis qui était d'essayer d'avoir une vision panoramique de la décentralisation, alors moins en diagnostic, parce qu'on fait beaucoup de diagnostics, mais plus en proposition. Et j'avais posé deux conditions au président de la République, qui était celle que je ne voulais pas proposer la suppression d'une strate de collectivité locale. C'est tellement facile. C'est bien dans un colloque, c'est parfait dans un livre. C'est plus compliqué devant le Sénat ou devant l'Assemblée nationale. Et il y a des guerres qu'il ne faut peut-être pas essayer de mener parce qu'elles sont perdues d'avance. Et dans ce cas-là, on a perdu beaucoup de temps. Et j'ai noté aussi que quand même le nombre de strates en France est à peu près équivalent au nombre de strates en Europe, c'est-à-dire à peu près 3 strates de collectivités locales, communes, départements, régions, et une strate supplémentaire qui est celle des intercommunalités, pour une bonne raison, c'est qu'ailleurs, il n'y a pas autant de communes que chez nous. Donc à partir du moment où on a une dispersion, une dissémination très forte du nombre de communes, il faut bien tenter de les regrouper, sinon plus personne n'a de moyens et il y a trop d'interlocuteurs pour mener des projets suffisamment précisément, surtout par les temps qui courent. Donc c'est au fond la caractéristique du pays, due à une caractéristique ou une identité qui nous est chère, qui est le nombre de communes, qui sont des petites communes, qui ont toujours la possibilité de se regrouper ou de fusionner si elles le souhaitent, évidemment. Et ce rapport le dit d'ailleurs pour essayer d'enclencher un nouveau mouvement de fusion volontaire, évidemment. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit. La deuxième, un peu ligne rouge, où j'avais indiqué que ça ne pourrait pas être dans les conclusions, c'était celle de recréer une fiscalité locale, donc une taxe d'habitation bis, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, ça reste de l'argent que vous prenez à quelqu'un à un moment donné, ça s'appelle un contribuable, et que certes, la suppression de la taxe d'habitation était, en tout cas je ne l'avais pas votée, et je pense que c'était peut-être pas la meilleure des idées, elle courait depuis longtemps, mais que la suppression de la taxe d'habitation, elle était acquise, et que c'était très difficile de dire qu'on allait recréer d'une manière ou d'une autre un nouvel impôt local, même si le lien entre le contribuable et l'usager du service public est un peu malmené, mais bon, c'est ainsi, c'est la situation, et c'est pour ça que je propose un schéma de financement très global, complet, appuyé sur d'autres éléments que la création d'une taxe. Ça fonctionne, la décentralisation. Ça fonctionne. Il y a des projets chaque jour. C'est pas ici et à vous que je vais le dire. Vous le savez très très bien. Ça fonctionne. Il y a des projets qui sortent, il y a des budgets qui sont votés, il y a des élus sur le terrain. Enfin, ça fonctionne. On ne peut pas dire que ce soit une décentralisation bloquée ou en crise absolue. Il y a les propos politiques, il y a les congrès des différentes associations d'élus qui montent la pression. Il y a un débat. Par contre, il y a un débat qui devient extraordinairement malsain, je pèse mes mots, entre l'État et les collectivités locales d'une manière générale. Si je ne peux pas faire ça, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Si je n'ai pas les moyens, c'est que l'État ne me les donne pas. Regardez tellement. On ne s'en sort pas de ce débat. Chacun a ses chiffres, vient avec ses chiffres, les assène souvent de manière assez verte, et chacun repart avec, au fond, une forme de frustration. L'État qui considère qu'il en fait déjà beaucoup, et les collectivités qui considèrent qu'elles en font beaucoup, mais que l'État ne les aide pas. Donc ça fait beaucoup de choses. Simplement, la marque État, elle est extrêmement fragmentée.
Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous dit ah mais la sécurité n'est plus assurée, l'État n'est nulle part, et en même temps, dans le même discours, dire bravo à la gendarmerie pour tout le travail effectué. Enfin, il y a un moment donné où il y a beaucoup de paradoxes de cette nature, parce que l'État, c'est beaucoup de gens différents. Je ne parle pas que des agences. L'agenciarisation est un sujet en soi. Mais en dehors des agences, il y a des représentants de l'État un peu partout. Et au fond, la marque État, elle est un peu fragmentée. Et donc, c'est très important de pouvoir remettre aussi les choses un peu dans le bon sens. Et c'est ce qu'on a essayé de faire de façon la plus détaillée possible. Les lois qui se sont succédées à un rythme très important dans les années 2010 à 2015, et puis après il y a eu la loi 3DS un peu plus tard, mais tout ce qui est les lois RCT, MAPTAM, NOTRe, la création des grandes régions il y a 10 ans, tout ça c'est au fond, il n'y a pas tant de temps que cela. Souvent, je m'aperçois que ces lois, qui avaient un objectif, au fond, il y a eu pas mal de contradictions à l'intérieur de cela. Et les contradictions, c'est notre faute, évidemment, aux parlementaires, par principe, puisque ces lois ont été votées ici et à l'Assemblée. Elles avaient, par exemple, sur la clause de compétence générale, elle a été supprimée par la loi RCT en année 2010. Elle a été rétablie par la loi MAPTAM, je parle pour les départements et pour les régions, et elle a été de nouveau supprimée par la loi NOTRe. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours. Quand même. Le fait de créer le conseiller territorial a été voté en 2010, quelque chose comme ça, et créé, puis supprimé 3 ans après. Les départements, c'est toujours un sujet. Les départements, il était plutôt prévu que les départements seraient au fur et à mesure, et année après année, un peu dévitalisés. Une baisse au fond des départements. La création des grandes régions, mais elles sont tellement grandes qu'il faut quand même des départements. Bon. Tout ça amène à de la confusion pour nous, qui vivons la décentralisation au jour le jour. On a parfois bien du mal à s'y retrouver. Alors les citoyens, je ne vous dis pas. Alors tout ça, ça veut dire aussi qu'on prend beaucoup plus de temps pour prendre des décisions locales. Et alors, la première des raisons, en réalité, c'est qu'il n'y a pas d'argent, ou plus suffisamment, il y a un peu d'argent quand même, mais plus suffisamment d'argent. Et donc un projet, c'est plus long parce qu'il faut bien le financer, qu'il y a des files d'attente qui sont très importantes. Donc on voit bien qu'on a besoin quand même de clarifier l'endroit où on a envie d'aller. Et je pense que la création des régions, là aussi, on pouvait le contester, on pouvait se poser plein de questions là-dessus. On aurait pu revenir à la carte de Michel Debré des années 50, même avant des années 50, au fond des départements plus grands et des régions plus petites que celles d'aujourd'hui, et une France divisée en 60 ou 70 entités territoriales. Ce n'est pas ce qui a été choisi à l'époque. Et ce qui a été choisi, c'est de dire, ce qui clarifie les choses quand même. Grande région, grand projet. Si les grandes régions existent, ce n'est pas pour faire de la proximité. Parce que, d'abord, c'est des élus, c'est des élections de liste, et donc elles assument leur cadre stratégique. On fait de l'économie, parce que c'est un cadre stratégique, les secteurs, les filières, la formation, etc. Et puis aussi, on planifie, planification écologique, mais on n'est pas un cabinet d'études, on ne fait pas des plans pour des plans, c'est une planification active. C'est-à-dire derrière, on se dote des moyens qui permettent de vérifier, qui permettent de faire, qui permettent de financer. Et puis les grandes infrastructures, les ports, les aéroports, les grandes routes éventuellement, voilà. C'est quand même cet objectif-là qu'il faut essayer de respecter. Et à ce moment-là, les départements deviennent des territoires, au fond, un peu, pas que des voitures-balais du bloc communal, plus que ça. D'abord, on y fait du social. C'est au fond la solidarité des territoires et la solidarité sociale. Solidarité des territoires, on doit recoudre milieu urbain et milieu rural, et puis on doit assurer les compétences sociales des départements, et c'est déjà beaucoup. Et puis finalement, ce bloc communal, EPCI commune, qui est la compétence de proximité totale. Et on voit bien que ça peut marcher, mais ça nécessite quand même d'orchestrer tout ça, sans doute de contractualiser. Ces outils ont été permis par des lois précédentes. On peut contractualiser
mutualiser, on peut expérimenter, on a un pouvoir réglementaire qui peut être donné. Alors, en réalité, il ne l'est pas parce qu'il y a des problèmes de constitutionnalité. Mais on voit bien qu'il y a tout cela. Et il ne faut pas revenir sur les clauses de compétence générales. C'est bien que le bloc communal est une clause de compétence générale parce que la vie de proximité, elle est assez intégrée ou intégrante. Le département ou la région ont surtout besoin d'exercer les compétences que le législateur a décidé de leur donner. C'est ça qui me semble évidemment essentiel. Et le PCI, lui, n'est pas une collectivité locale, comme vous le savez. C'est un accord, certes très poussé par l'État, notamment au moment de la loi NOTRe, en obligeant notamment à ne pas avoir, sauf dérogation, des collectivités de moins de 15 000 habitants. Ça a laissé des traces, hein. Ça a évidemment laissé des traces ici ou là, mais ces EPCI, c'est le principe de la subsidiarité. Vraiment. Et c'est ça qu'il faut faire fonctionner. Donc, plutôt que de favoriser la dispersion, plutôt qu'au fond mettre de l'ordre, on a un peu favorisé la dispersion par des allers-retours et multiplié, d'une certaine manière, les enchevêtrements. Moi, je pense que sur le bloc communal, il faut essayer de tenter de lever, redonner la confiance, faire en sorte que cette subsidiarité commune interco, elle doit être la plus vivante possible. C'est pas très simple, mais elle doit être la plus vivante possible. Je pense par exemple aux maires. Les maires se sentent parfois perdus dans des intercommunalités s'ils ne sont pas présidents ou vice-présidents. C'est d'abord loin parfois géographiquement même, dans des grandes intercommunalités, et dans des territoires ruraux où il faut faire 20, 30 km. Ça multiplie le nombre de commissions où il faut aller. Quand on n'a qu'un seul représentant ou deux représentants parfois, on peut pas, on est souvent élu évidemment dans sa propre commune, donc ça double le nombre de réunions. C'est peut-être assez basique, mais c'est la réalité de la vie des élus qui parfois font autre chose que d'être élus. Et cette critique des maires vis-à-vis des intercos, au fond d'une certaine d'éloignement ou d'écrasement de l'identité de leur commune, il faut la prendre en compte. La grande association qui est très bien menée d'ailleurs d'intercommunalité, intercommunalité de France, je crois, elle doit prendre en compte cela. Il n'y a pas de clause de compétence générale, il n'y a rien de tout ça, c'est pas des collectivités, c'est une association. Alors, c'est vrai, comme je l'ai dit, plus ou moins quand même organisée et obligatoire, mais c'est une organisation entre égaux, qu'on soit grand ou qu'on soit petit. Nous, on fait quelques propositions dans ce domaine-là. La première proposition, c'est une proposition qui est de dire un maire, des maires, dans le rapport, je crois qu'on dit 25% de maires peuvent déclencher une motion d'alerte qui peut être votée. Cette motion d'alerte, elle permet de dire sur un projet, pas de ce projet, sur la gouvernance de l'intercommunalité, pour dire ça va pas, il faut faire quelque chose. Et donc l'obligation, c'est pas l'obligation de faire, on peut pas donner d'obligation de faire à l'EPCI, il décide comme il veut après, mais il y a l'obligation de mise à l'ordre du jour et une discussion où on essaie de percer un abcès. Donc on redonne un peu de pouvoir pour une partie des maires. Bon. Et puis s'il y a une adoption d'une motion, j'imagine à 3/5, comme on le prévoit dans ce texte, ça peut être évidemment différent, ça veut dire là, à ce moment-là, que si c'est un projet, peut-être qu'il va falloir commencer à y réfléchir différemment dans ce cas-là, obligatoirement. Donc c'est un peu une sorte de parachute qui est donné aux maires. Il y a un autre élément, par exemple, les projets de territoire. Ils existent assez peu. Ils existent parfois, ici ou là. C'est vrai, c'est des grands mots, ça fait peur. Des schémas, des trucs, il y en a partout dans tous les sens et on prend un temps fou. Mais quand même, quand on est un EPCI, c'est assez logique de savoir ce qu'on veut faire ensemble. Ça peut être des trucs très concrets, hein, mais ce qui est original, c'est de le faire. Multiplier par 2 le réseau de pistes cyclables, s'occuper de ci, de ça, changer les modes de recyclage des déchets, enfin, qu'importe, mais intégrer la notion d'habitat. Et je pense que là, il faut vraiment que ce projet de territoire, il soit accompli quelques mois après l'élection. Le mieux, ce serait que ce soit avant, mais c'est plus compliqué, parce que ce serait assez logique que
l'électeur, puisqu'il y a toujours une petite liste à côté avec ceux qui siégeront dans l'intercommunalité, ils sachent exactement pourquoi faire. On siège dans l'intercommunalité. Alors normalement, la tête de liste d'une liste avec ses représentants, il devrait dire, en ce qui concerne je veux faire ça pour la commune, mais en ce qui concerne l'intercommunalité, nos représentants auront à cœur de augmenter le nombre de crèches, faire ci, faire ça, enfin voilà, de le dire. Mais très souvent, les électeurs, ils votent un peu dans le brouillard là-dessus en ce qui concerne l'intercommunalité. Et ça, on peut peut-être le regretter. Par ailleurs, on a proposé qu'il n'y ait qu'un seul statut juridique. Il y a aujourd'hui communauté de communes, d'agglo, etc., urbaine, métropole. Donc, moi, je pense que ça avait un intérêt au moment où on lance l'intercommunalité d'avoir des statuts juridiques différents. Aujourd'hui, pourquoi avoir plusieurs statuts? Je ne dis pas que ça va changer la face du monde de l'intercommunalité, mais il n'y aurait qu'un seul statut d'intercommunalité, peuvent continuer à s'appeler comme ils veulent d'ailleurs. Hein. Si la communauté d'agglo de Basse-Provence, elle peut continuer à s'appeler comme ça. Mais le statut juridique, c'est le même. Parce que dans les statuts juridiques aujourd'hui, si vous avez une communauté de communes et que vous avez envie de passer en communauté d'agglo parce que vous avez envie de prendre un peu plus de compétences, il y a des seuils pour tout ça, il y a un certain nombre, on sait faire en France, hein, donc on complique un peu les choses. Donc l'idée, c'est d'avoir un seul statut et puis de faire en sorte que des communautés de communes peuvent, maintenant qu'elles sont à maturité, éventuellement redescendre des compétences vers les communes. Alors on propose que ce soit une majorité et pas une majorité qualifiée. Alors ça fait peur parce que je pense qu'il y a de toute façon une clause de grand-père, qu'il faut faire attention à cela, qu'il peut y avoir des cliquets, enfin il faut en discuter. Mais au fond quand même, si dans une interco on a envie quand même, il y a pas mal de communes qui n'ont pas la majorité qualifiée mais qui voudraient voir redescendre telle ou telle compétence, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une question sur l'exercice de la compétence. Et donc on devrait pouvoir y accéder à cet endroit-là et ailleurs pas. Et c'est aux élus, évidemment, d'en décider. C'est pas au préfet d'en décider. C'est aux élus d'en décider dans des conditions tout à fait acceptables. Donc un seul statut juridique. Je pense aussi à la notion d'intérêt communautaire, subsidiarité, mais aussi intérêt communautaire, qui est dans la loi, mais il faut juste le mettre encore plus en avant. Beaucoup de communes, de collectivités locales prennent en compte l'intérêt communautaire. Je pense qu'on peut le mettre encore plus en avant et augmenter les délégations des EPCI. Le département doit pouvoir confier plus de responsabilités à un EPCI, voire une région dans un certain nombre de circonstances, et vice-versa. Je pense que là-dessus, les accords contractuels entre collectivités et à la volonté des collectivités, donc sous la main des élus, me semble être extrêmement important. Après, ils font pas. Mais voilà, s'ils font pas, c'est qu'il y a des blocages. Mais ils ont pas choisi de les débloquer. C'est au fond leur propre responsabilité. C'est pas à l'État d'aller gérer cela. Et je crois quand même que de faire revivre la subsidiarité réelle et d'avoir une possibilité d'augmentation des délégations me semble être important. En détail tout ça dans le rapport, donc je ne veux pas être trop long. Il faut supprimer un maximum de syndicats. Parce que si on a 4 niveaux, quand on ajoute l'intercommunalité, on peut peut-être se passer d'un syndicat. Alors, pour des vieux syndicats qui sont historiquement implantés, qui ne recouvrent aucune des frontières d'aucune collectivité locale, c'est souvent valable dans l'eau, faut les laisser vivre. Si ça marche bien, il n'y a pas de raison de changer les trucs qui marchent. Mais quand même, si on pouvait un peu élaguer et de dire c'est bien l'EPCI qui s'occupe de la gestion de l'eau, ou le département, si on est dans un milieu rural trop compliqué, c'est logique que ce soit le département qui vienne en dernier recours. Au fond, action de résilience vis-à-vis des territoires ruraux, ce serait une bonne nouvelle. On propose de supprimer les PETR qui avaient été intégrés dans la loi MAPTAM. Moi, j'ai été président d'un pays aussi. Les PETR ont succédé à la notion de pays. J'ai rien contre le PETR, ni contre l'association des PETR, ils font leur job. Mais il faut en retenir que les PETR, c'est des projets entre collectivités.
fond, le PCI, il est fait pour ça quand même. Hein. Il est fait pour qu'il y ait des projets entre collectivités. Et si ça déborde d'un EPCI vis-à-vis d'un autre, il y a 2 EPCI qui se mettent d'accord pour mener sur la totalité de leur géographie ou seulement une partie sur le projet qu'ils ont envie de mener. On n'a pas besoin d'avoir une autre structure qui crée d'autres réunions avec de nouvelles convocations et qui demandent à un moment donné aussi des financements, ce que évidemment n'ont pas les PETR par principe. Donc on essaye d'élaguer tout cela pour essayer que chacun retrouve sa place. On articule quand même de façon plus précise le PCI et le département, parce que c'est ce qui peut le plus se rapprocher. On a considéré, encore une fois, ça peut être sujet d'une discussion qui devait avoir lieu, parce que moi j'ai le sens du calendrier, j'ai remis mon rapport 15 jours avant la dissolution, donc c'était un très bon calendrier, et je ne regrette pas du tout. Et donc on avait beaucoup regardé cette affaire de département, parce que vous avez 16 intercommunalités hors métropole. Il y a 22, X métropoles, 22 peut-être. Il y a 16 intercommunalités qui représentent plus de 40% de la population de leur département. Chez vous, par exemple, la communauté d'agglo, c'est ça, de Troyes doit représenter 50 ou 60% du nombre d'habitants de l'Aube. Bon, il est logique de se poser la question de qui fait quoi. Et je pense que le département, il doit être en capacité de fournir et de déléguer des compétences à l'interco qui représente 50% de ses habitants, quoi, ou 60% de ses habitants. Ça me semble logique. Déjà, dans les métropoles, ça existe cette obligation, il faut la redescendre. Il faut la redescendre au niveau des intercos de grande taille. Et ça marcherait, je pense, très bien. Tout ça reposant sur les accords locaux. Hein. Le type de compétences, je ne dis pas lesquelles. Comme d'ailleurs les EPCI à statut juridique, on a listé un certain nombre de statuts de compétences obligatoires, habitat, etc., de compétences obligatoires. Pour le reste, on fait de manière extrêmement transparente et extrêmement simple, on prend des compétences supplémentaires. Donc cette contractualisation obligatoire, elle existe entre les métropoles et les départements, elle n'existe pas avec les régions. On propose donc que les métropoles aussi puissent contractualiser avec les régions, parce que les régions, par principe, elles ont beaucoup d'actions. Les compétences qui pourraient être transférées à l'EPCI quand on est un département, sans aller jusqu'à la vision lyonnaise des choses, ça peut être le social, ça peut être tout ce qui concerne l'environnemental, ça peut être entre l'État, la prime rénov', des choses comme ça. Il pourrait y avoir in fine des enveloppes qui soient tout à fait décentralisées cette fois-ci et pas déconcentrées aux collectivités qui décident de le faire. Les métropoles, comme ces grandes agglos, devraient évidemment avoir pour vocation à quand même regarder ce qui se passe autour. Parce que derrière les frontières, il y a d'autres EPCI plus ruraux. Lorsqu'il n'y a pas eu de contractualisation avec le département, on doit bien tenir compte du fait qu'ils ne renvoient pas toutes les charges à l'extérieur et ferment la porte à l'intérieur. Enfin, dernier point, sur le plan des compétences, là on les a développées, je ne vais pas le faire, mais tout ce qui concerne l'habitat, le logement, la décentralisation de l'aide à la pierre, s'il y a un PLUIH, ça me semble assez logique qu'on puisse le faire. Le changement de périmètre du calcul de la loi SRU, par exemple, pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être discuté au sein des élus. Est-ce que c'est sur toute l'interco? Est-ce que c'est commune par commune, comme c'est le cas aujourd'hui? Tout ce qui relève de la rénovation énergétique, je l'ai évoqué. Je pense au plan climat-énergie qui est territorialisé. Sans doute faut-il, lorsqu'on a des EPCI, raisonner en termes de PCI. Et puis, conserver quelque chose qui me semble indispensable, et je pense qu'il faut vraiment le redire, c'est l'attribution des logements par les maires, qui sont quand même responsables de qui habite chez eux. Et il faut que les maires puissent garder la main sur l'affectation des logements. Et dernier point, vous m'avez dit que vous ne parliez pas de Paris, de Lyon et de Marseille, mais à Paris, on considère qu'il y a une strate de trop, là, qui s'appelle la métropole. Donc il y a une strate de trop. Il faut garder l'idée d'une vision métropolitaine, mais est-ce que ça doit être porté par une structure supplémentaire administrative et politique? Ça peut quand même se discuter, qu'on prenne qui pourra, hein, dans qui fait quoi. Et sur Lyon, c'est le seul endroit en France où il y a une double clause de compétence générale. À la fois la métropole de Lyon a une clause de compétence
générale. Et évidemment, les communes, donc il y a d'une certaine manière un choc de clause de compétence générale qui peut poser quand même problème. Et Marseille, c'est une question plus large et on n'a pas le temps sans doute de l'aborder. Voilà ce que je voulais dire peut-être en propos liminaire. J'ai essayé de balayer les choses. Il y a beaucoup de choses dans le rapport, notamment sur le plan financier. On rebascule la fiscalité de proximité vers le bloc communal. On crée plus de fonds de péréquation des MTO entre les EPCI. Enfin, on le détaille et c'est difficile de prendre les choses au point, mais grosso modo, on donne des parts de fiscalité nationale au local, des MTO, notamment de la fiscalité foncière au bloc communal. Donc les départements n'auraient plus de DMTO. Les départements, les départements, ils adorent les DMT quand ça rentre bien, et quand ça rentre pas, ils n'aiment pas. Et pour financer, ce qui me semble normal, mais pour financer une politique sociale aussi lourde, c'est assez compliqué parce que c'est à ce moment-là, les DMTO baissent quand il y a des crises et les dépenses sociales augmentent. Et c'est l'effet de ciseaux dans lequel se trouve un certain nombre, à juste raison, un certain nombre de départements avec des difficultés majeures de financement. Quant aux départements, ils trouveraient une part de CSG avec éventuellement un pouvoir de taux territorialisé. Évidemment, il y a des mécanismes de péréquation parce qu'il faut toujours des mécanismes de péréquation. Et puis quelques autres impôts de cette nature. Et puis les régions trouveraient une part d'impôt sur les sociétés également territorialisée. Tout cela est évidemment possible. Et il y aurait une conférence, il y aurait une loi de programmation des finances locales qui viendrait après la loi de programmation des finances publiques pour bien intégrer l'effort de chacun à l'orientation des finances. Et chaque année, une conférence annuelle entre les collectivités et l'État, en amont du budget et en aval, en fonction de la manière dont le budget est voté, mais en amont pour définir le partage de l'impôt national entre égaux, entre élus, et pas entre un État tout-puissant, des collectivités qui ne le seraient pas, ou avec des collectivités qui exigeraient, en oubliant les difficultés que peut rencontrer un État. D'où le titre « Le temps de la confiance ». On détaille cela, on a même un schéma là-dessus. Le Sénat a beaucoup travaillé là-dessus, il y a des choses qui ne vous étonneront pas. Tout à fait, il y a déjà des outils aussi qui ont été proposés dans le cadre de la loi 3DS ou engagement et proximité qui sont peut-être aujourd'hui un petit peu méconnus aussi. Pour revenir sur quelques précisions sur la carte intercommunale telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'elle est aboutie? Est-ce que cette fameuse mathématique des 15 000 habitants, pour vous, c'est une bonne chose, c'est une bonne maille? Et est-ce que aujourd'hui, tous les mécanismes qu'on a pu voter d'assouplissement de la possibilité qu'on peut avoir de sortir d'une intercommunalité ou pas, est-ce que vous pensez que c'est pas suffisamment connu ou est-ce que c'est pas voulu? Voilà, est-ce que les communes ne souhaitent pas aujourd'hui sortir d'une intercommunalité parce que l'expérience fait qu'on n'a pas trouvé trop de communes qui souhaitent, à quelques exceptions bien sûr, des communes qui préfèrent être sur un territoire voisin parce qu'il y a plus avantages, mais il n'y a pas massivement de nombreuses sorties de communes, d'intercommunalités. Est-ce que c'est parce qu'elles s'y trouvent bien et que la carte, on peut estimer qu'elle est à peu près aboutie, ou est-ce que c'est aussi parce que c'est trop compliqué de sortir d'une intercommunalité comme on a pu nous le signifier? C'est comme le dentifrice. C'est comme le dentifrice, c'est plus facile d'y entrer, ou à peu près plus facile d'y entrer que d'en sortir. On peut comprendre, ça va être plus difficile de déconstruire d'une certaine façon. Mais je pense que on ne peut pas changer les cartes tout le temps. Il y a un moment où, dans ce cas-là, vous consacrez de l'énergie à faire, défaire, refaire. Enfin, maintenant, quand il y a des cas très flagrants d'impossibilité de fonctionnement, ça doit se régler entre élus. Si les élus n'arrivent pas à le régler, il faut à ce moment-là que l'État reprenne la main, qui est normal dans un État qui n'est pas un État fédéral. Il y a en ce moment, je pense, pas mal de CDCI qui se réunissent, des commissions départementales. C'est pas pour
c'est pas pour retracer des frontières, je pense. C'est pas pour refaire des EPCI. C'est essentiellement pour regarder la question des syndicats ou traiter des sujets un peu chauds qui peuvent arriver sur tel ou tel territoire. Mais de toute façon, une commune ne peut pas être isolée. Donc, si elle décide, si elle pense qu'elle est très mal dans tel EPCI, il faut quand même qu'elle trouve le PCI d'à côté, parce que, a priori, il faut quand même qu'il y ait des frontières communes, le PCI d'à côté où elle serait mieux. Si elle le clame à un moment donné, pourquoi pas. Là, ça devrait vraiment être des accords locaux et ça devrait se faire sans douleur. Maintenant, l'élu d'après, il pourra considérer le contraire et revenir. Donc, il faut faire très attention. Le fait politique local, il est un peu atténué par rapport au fait politique national. Ça tourne moins vite, et heureusement. D'ailleurs, vous en êtes l'exemple, la composition du Sénat par rapport à celle de l'Assemblée. Mais quand même, les frontières, elles ne sont pas faites pour être changées tous les jours. Je pense que c'est très important. Il faut surtout se concentrer sur ce que font les EPCI et sur le fait qu'on est bien dans une logique de subsidiarité. Vous l'avez dit, Madame la rapporteure, il y a beaucoup de choses dans les lois qui ont été votées depuis les années 2010. Le chef de fila, le pouvoir réglementaire, article 72 de la Constitution, etc., etc. Mais c'est parfois et souvent inopérant. Le chef de fila, aujourd'hui, c'est inopérant. Parce qu'on considère, et le Conseil constitutionnel a considéré que prédominait le principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre. Donc vous ne pouvez pas être chef de file puisque vous exercez d'une certaine manière une tutelle. Et si vous êtes chef de file sans exercer de tutelle, ça ne vaut rien. Donc nous, on propose une réécriture de l'article 72 et on propose, pour que la jurisprudence revienne de manière plus normale, et qu'il y ait bien des chefs de file sur des compétences parfois pas partagé, mais on voit bien qu'il faut être plusieurs pour porter un projet. C'est croire que chacun peut y aller tout seul, et c'est pas un jardin à la française. Il y a obligatoirement à un moment donné, notamment entre le département et la commune ou l'intercommunalité, il y a un copartage de tel ou tel projet. Et à ce moment-là, il y aura un copartage du financement. Mais il faut un chef de file. Il faut un chef de file. Et le pouvoir réglementaire doit être donné au chef de file. Un vrai pouvoir réglementaire, le fait de faire. Donc ça me semble être extrêmement important. Merci. Y a-t-il des questions? Sinon, à défaut, Monsieur Magritte, non. Allez-y. Allez-y, Président. Non, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi, je trouve qu'il y a de nombreux points dans votre rapport qui peuvent éclairer utilement nos travaux et qui pourraient être repris, je pense, à ce que vous venez de dire sur la notion de chef de fila. En effet, qui permettrait de répondre à l'enchevêtrement des compétences. Je pense à ce que vous dites sur la suppression d'un certain nombre de syndicats, la suppression des PETR. Je suis assez séduit par ce que vous proposez sur la conférence des maires avec la motion d'alerte. Puisqu'on constate dans nos auditions en effet que la conférence des maires est un échelon qui est peu utilisé ou parfois inexistant, qui ne se réunit pas parce qu'elle n'a pas de grain à moudre. Et là, le fait de pouvoir lui donner un pouvoir qui est celui de provoquer un débat me semble pouvoir renforcer le rôle des communes et en tout cas parfois de répondre au sentiment qu'ont certaines communes de ne pas participer suffisamment à la délibération collective. J'ai une question sur ce que vous écrivez sur les communes nouvelles. Vous dites qu'on pourrait relancer utilement les communes nouvelles pour consolider, je crois que vous l'écrivez ainsi, les ressources des plus petites communes en identifiant des freins qui expliquent aujourd'hui le coup d'arrêt qui a été donné à ce mouvement de communes nouvelles. Je crois que vous citez le seuil sur la loi SRU. Est-ce que vous ne croyez pas que, de façon peut-être paradoxale, la relance de la commune nouvelle affaiblit le poids de la commune dans le PCI? Je veux parler de la représentation des communes. Une commune qui se constitue en commune nouvelle, parfois 10 communes, 10 représentants, et passe parfois à 1 ou 2 représentants. Et ça pose donc la question de la représentation au sein de l'EPCI parce que, moi j'ai relevé en tout cas dans votre rapport que vous signalez qu'on peut consolider via la commune nouvelle leurs ressources, mais je crains qu'en l'état actuel de la représentation,
ça ne revienne à affaiblir la ruralité au profit des grandes villes, et ce, d'ailleurs, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui empêche, je crois, le fait de maintenir une représentation équivalente lorsqu'une commune fusionne. D'ailleurs, je pense que c'est un frein important aujourd'hui au phénomène, enfin, à la fusion ou rapprochement des communes via les communes nouvelles. Enfin, j'avais une remarque aussi. Je pense que le projet de territoire, il est essentiel. Alors, en effet, on préférerait qu'il puisse se faire au moment du débat électoral qu'après. Moi, je vois pas de solution pour qu'il puisse avoir lieu avant, quand vous avez une intercommunalité avec des dizaines de communes, parce que ça supposerait que tous les candidats s'entendent pour défendre un projet communautaire commun, ce qui, pour le coup, serait assez contraire à l'esprit intercommunal tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, de consensus et non partisan. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment une interrogation sur la commune nouvelle et la façon dont vous réglez le problème de la représentation au sein de l'exécutif, mais au sein du conseil communautaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur le chef de filât, on a fait des tableaux pour expliquer comment ça pouvait fonctionner concrètement. La conférence des maires, c'est une sorte de conseil de surveillance. Alors, il ne faut pas mal prendre le terme de surveillance, mais c'est au fond, je trouve, assez logiquement lié à l'idée de subsidiarité. Et si ça ne va pas, il faut le dire, et il faut des éléments pour le dire, hein, et un outil juridique pour le dire, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Sur les communes nouvelles, oui, on n'a pas beaucoup détaillé ça. On appelle à l'idée de communes nouvelles. Alors sur la base volontaire, parce que sinon c'est évidemment terrible. Moi j'ai des communes qui ont fusionné il y a 50 ans, 60 ans. Alors il n'y a plus de guerre, hein, il n'y a aucune guerre, mais quand même, c'est encore dans la tête d'un certain nombre de gens. Et je ne vous parle pas des communautés de communes de la loi NOTRe. Il y en a quand même certaines qui aujourd'hui reconnaissent des difficultés parce qu'elles ne voulaient pas se marier avec ceux d'à côté, ils préféraient des autres. Enfin, bon. Je pense qu'on a ça partout en France. On n'a pas regardé le nombre de représentants. Vous avez raison, on a regardé le financement aussi. Il faut qu'il y ait un intérêt financier quand même sur du temps, un peu durable, pas toute la vie, mais enfin, en tout cas un peu durable. Donc faut pas qu'il y ait de pertes. Il faut qu'il y ait au contraire un avantage. Et puis sur le nombre de représentants, aujourd'hui, on fait ça par accord local. Il y a des accords locaux dans les EPCI pour regarder, répartir plus ou moins proportionnellement avec des fourchettes. L'État met des fourchettes, la loi met des fourchettes. Si mes souvenirs sont bons, entre un petit nombre ou un grand nombre de représentants, surreprésenter un peu la ruralité par rapport. Mais on n'a pas. Mais vous avez raison. On peut à un moment donné avoir moins de représentants, mais ça veut dire quand même que les élus, s'il y en a 10 et qu'ils en retrouvent plus que 7, les 7, ils vont peut-être tirer dans le même sens dans une commune nouvelle, alors que les 10, ils ne vont pas tirer dans le même sens quand ils sont pris indépendamment dans leur commune. Parce qu'il faudrait qu'ils s'entendent ensemble, qu'ils se rencontrent avant, qu'ils discutent. Alors ça peut être tout ça des gens qui se connaissent bien, qui travaillent ensemble, qui depuis parfois longtemps, des générations d'élus. Il y a autant de cas de figure, il y a beaucoup d'humains derrière tout ça. Mais j'entends bien. J'entends bien, c'est vrai. En tout cas, je pense qu'il faut favoriser. Si vous favorisez c'est sûr que les intercos, elles ne voient pas ça d'un très bon œil, parce que si vous favorisez quand même les communes nouvelles, vous avez des communes avec plus de poids. Et donc, d'une certaine manière, même s'ils en ont que 7, alors qu'ils en avaient 10, ils en ont quand même 7. Et ça commence à dire quelque chose. Ça commence à peser un peu plus. On pourra aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire que si tout le PCI devient une commune nouvelle, il n'y a plus besoin de PCI, quoi. Puisque le raisonnement, c'est qu'il y a des EPCI parce qu'il y a plein de communes. S'il y a moins de communes, il y a par principe moins de PCI. Mais enfin, on en est très très loin. On en est évidemment très très loin. Quant au projet interco, vous avez raison. Ce serait contraire à l'idée que c'est pas une collectivité locale et c'est pas un suffrage universel direct. Donc, devant les électeurs, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas qui sera maire et quel projet il portera. Donc, je pense que c'est surtout que chaque maire, ou chaque candidat plutôt,
dans sa liste. On ne va pas l'obliger à dire ce qu'il doit dire dans son document ou dans ses documents de campagne. Mais je trouverais ça assez naturel qu'à partir du moment où l'électeur vote à la fois pour des élus au conseil, à la fois des élus au conseil municipal et au conseil communautaire, au conseil d'agglo, ce serait assez normal que la liste défendue dise voilà, quel sujet elle va porter. Mais après, ça dépend évidemment de la majorité interco. De toute façon, on voit que dans les intercos, on fait moins de politique que dans les communes. Je ne sais pas si on fait de la politique dans les communes, mais il y a moins d'idées. Ouais. Non, mais on ne fait pas de politique nationale, souvent, même dans des communes de taille très importante, et heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des majorités municipales et des oppositions municipales. Et le concept de majorité et d'opposition, dans beaucoup d'intercos, de taille modeste, sans doute, dans les communautés de communes, peut-être après un peu moins, il y a moins ce concept un peu rigide de majorité et d'opposition. Et ça, c'est plutôt bien pour les territoires. Après, plus c'est grand, plus c'est probablement pas le cas. Mais... Merci. Vous avez évoqué... Je t'en prie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, effectivement, dans votre rapport, vous parlez de simplification. Le micro fonctionne ? Oui. Ouais. Vous parlez voilà, de simplifier et de clarifier les compétences au sein des intercommunalités. Et je voulais savoir quel était votre sentiment sur la coopération entre intercommunalités, puisqu'on a vu, en tout cas dans mon département, on a vu le jour un pôle métropolitain, justement, qui fonctionne pas mal, qui permet justement, lorsque les compétences ne sont pas les mêmes d'une interco à l'autre, de pouvoir organiser sur un même territoire des compétences, c'est-à-dire sans financement particulier, puisque c'est chacune des intercos à tour de rôle qui prend un sujet ou un projet à sa charge avec ses équipes, justement. Donc ça évite d'avoir une couche administrative supplémentaire et de porter des projets. Et dans le même cas, c'était... pour vous dire, dans le cadre de votre travail au niveau du rapport, si vous avez remarqué que, puisqu'on est dans le bilan de ces 10 ans de la loi NOTRe, s'il y a une économie d'échelle qui a été faite au niveau de chaque entité intercommunale, est-ce qu'on n'a pas rajouté au millefeuille beaucoup de charges qu'on pourrait maintenant, réduire ? Sur tout ce qui est accords locaux, on est complètement dans cet état d'esprit. Je ne dis pas qu'on a les solutions les meilleures, il y en a peut-être de meilleures, mais enfin, nous, on a essayé d'avoir une vision générale des finances, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent les finances, c'est à bout de souffle, les finances, etc. C'est plus rare d'avoir des propositions globales sur quel système financier pour les collectivités locales. Nous, on le propose, ça ne peut être évidemment qu'au soutien de compétences clairement définies. Et comme je le disais, je n'ai pas cherché un jardin à la française parce que c'est ce qu'est l'idéal. Il y en a un qui fait du tourisme, l'autre fait du développement économique de sociétés grandes ou petites, le troisième fait ci, fait ça, et puis tu fais que ça. Si c'était comme ça, la vie locale, c'est pas tout à fait ça. Donc on a besoin d'organiser des croisements, au mieux des croisements et pas des enchevêtrements. Et le chef de fila vaut ça, et la méthode de financement, elle est ça. Et donc tout ce qui est accords locaux, que deux EPCI se mettent d'accord pour travailler ensemble, voire délèguent des compétences à l'autre, pourquoi pas ? Je pense que la loi doit pouvoir permettre tout cela. Et c'est la meilleure manière de faire, plutôt que de faire un truc qui descend d'en haut et qui dit voilà comment vous devez travailler, voilà votre zone géographique et merci. Je ne crois plus du tout aujourd'hui à ça, et au fond, heureusement. Sur les économies d'énergie, c'est ça, d'échelle, c'est un peu la même chose. Sur les économies d'échelle, ça n'a pas vraiment été mesuré. Boris Ravignon a fait un rapport en même temps qui devait être versé à celui-là, mais en réalité, on l'a fait un peu ensemble à côté, et a tenté de chiffrer le coût du millefeuille, c'est-à-dire le coût des doublons, donc il arrive à plusieurs milliards d'euros. Mais bon... c'est difficile de le dire complètement. Comme en fait la décentralisation aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça coûte moins cher parce qu'on a fait des efforts de productivité et de rationalité.
Maintenant, personne ne sait ce que serait s'il n'y avait pas eu de décentralisation des ordures ménagères, de mutualisation. Non, j'en sais rien. Probablement, ça aurait coûté beaucoup plus cher si on travaillait commune par commune. Et donc, il y a obligatoirement une mutualisation. Alors, on aurait peut-être des mutualisations. Les syndicats, c'était de la mutualisation. C'est pour ça que je dis que ça ne sert plus à rien à partir du moment où il y a une mutualisation générale de compétences. Mais au fond, quand on regarde par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand on remonte dans le temps, parce que c'est à 1 an, on ne peut pas dire, c'est aussi que les exigences ne sont pas les mêmes. Les normes ont augmenté, la réglementation aussi s'est durcie, tout ça coûte cher. Si vous voulez faire bien, ça coûte plus cher que s'ils avaient décidé de faire mal. Vous preniez toutes les poubelles de tout le monde, etc., vous les mettez dans un grand trou, ça ne coûtait pas très cher. Vous leur demandez de trier, etc. Les gens ont l'impression de faire le boulot pour la collectivité. Et puis, en fait, et en plus, on leur demande de payer plus cher. Donc, et ils disent c'est contre-intuitif. Ben non, c'est pas contre-intuitif. Tu veux vivre dans un monde plus propre. Chacun fait sa part du boulot. Et ça coûte plus cher. Mais ça coûte moins cher à la planète et à la France. Voilà. Et à un moment donné, sinon, on est en pleine contradiction, quoi. Et on ne mesure pas ce progrès. Je pense quand même que c'est du progrès. On ne mesure pas. Il peut y avoir... Enfin, c'est du progrès. Il peut y avoir, évidemment, des choses qui sont mal organisées. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, on propose quand même ardemment des contrôles plus étroits de la productivité des services publics locaux. Que la Cour des comptes puisse travailler en étroite relation avec les collectivités locales, etc., pour parfois bien regarder, parce que quand on se regarde tout seul, ça ne marche pas, mais bien se comparer, et qu'il y ait des normes de comparaison. Le coût d'une poubelle, le coût de ci, le coût de ça, le coût des routes, qu'on ait des échelles dans des situations différentes. Dans les communes de montagne, c'est pas pareil qu'ailleurs pour tel point, etc. Mais quand même, qu'on ait quelques points de référence qui permettent aussi à l'électeur de faire la différence. Voilà, c'est juste, c'est normal, c'est la transparence de la démocratie, mais ça nécessite des outils qui ne soient pas contestables. Et donc, on propose ça. Merci. Question suivante, notre collègue Ghislaine Séné. Oui, merci. Monsieur le Président, d'une manière globale, on voit que des territoires ont vraiment intégré le fait intercommunal et travaillent ensemble, mutualisent, et on voit d'ailleurs des effets leviers qui sont importants. Et puis on voit aussi d'autres territoires où on voit que ça a été plutôt subi, qu'il y a eu un périmètre pas toujours très bien doté. Et dans vos propositions, vous proposiez de renforcer en tout cas la place des maires, parce qu'on a souvent le sentiment, surtout dans les très grosses intercommunalités subies, que beaucoup se sentent un peu dépassés. Quand on arrive avec des conseils communautaires avec 80 points à l'ordre du jour, avec des focus sur la CLECT où au départ personne ne comprenait quoi que ce soit, et qui finalement ont le sentiment de prendre des décisions d'aménagement sur des villes qui ne sont pas les leurs. On a eu quand même des situations qui, même si ça s'arrange au fur et à mesure, parce que fort heureusement, l'élu local est souvent passionné et n'aime pas ne pas comprendre, et donc il va continuer à s'acharner à pouvoir avancer sur ces sujets. Mais la réalité, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation, on est encore dans beaucoup d'intercommunalités, où les élus eux-mêmes en fait se déchargent, non, c'est pas moi, c'est l'interco, face à des administrés qui savent plus qui, quoi, et voilà, où viennent, qui prend réellement la décision, avec parfois des choses très concrètes, quand on fait le transfert des compétences voirie avec un intérêt communautaire plus, et le nid de poule, le candélabre qui fonctionne pas, etc. Avant, l'équipe municipale le réglait rapidement, et maintenant ça prend 2, 3, 4 mois, et bien évidemment, systématiquement, le premier réflexe, c'est de dire c'est pas nous, c'est l'interco, et donc continuant de véhiculer en fait une méfiance et une défiance très forte sur cette nouvelle strate. Donc là, j'ai une première question, c'est comment
puisque vous disiez, et moi je partage totalement le fait qu'il faut impérativement adopter un pacte de gouvernance avec le projet de territoire qui semble aujourd'hui plus qu'indispensable, d'autant plus que ça y est, les périmètres ont été définis. Donc sauf s'il y avait vraiment un sujet, le but c'est maintenant comment on construit et quel projet de territoire on mène. Mais finalement, quelle autre procédure, comment améliorer encore la transparence et est-ce qu'il n'y aurait pas des documents obligatoires à transmettre systématiquement, en tout cas aux habitants. Et puis, est-ce qu'il est encore raisonnable de penser que sur des territoires, on n'y ait pas encore de PLHI, PLUI, enfin, c'est-à-dire que, est-ce que finalement, dans les constructions des schémas de planification, est-ce qu'on ne devrait pas passer à l'étape supérieure, qui est de dire, bon, maintenant, faisons des documents de planification, comment? Il faut-il l'imposer ou pas? Si on comprend rien à la CLECT, c'est qu'on est sain d'esprit. Hein. Donc et alors, si on comprend rien à la DGF, on est super sain d'esprit. Parce que c'est d'ailleurs pas normal. Hein, parce que la transparence, c'est quand même que les élus comprennent à peu près. En général, vous essayez, parce que quand vous êtes notamment un jeune élu, c'est pas de l'âge, mais en nombre de mandats, vous essayez de rentrer dans la technique de la DGF que vous avez, et puis l'année d'après, vous comparez à l'année d'avant, et vous dites c'est plus ou c'est moins, c'est plus ça va, c'est moins c'est pas bien. Il faut évidemment recréer de la transparence. On propose de travailler autrement sur la DGF, de retirer toutes les racines locales, les anciennes. On se fonde sur parfois de la fiscalité qui est morte depuis 30 ans, 40 ans. C'est impossible de retrouver. Donc il faut repartir de zéro. On propose aussi donc une autre manière de créer de recevoir les dotations de l'État. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait donner à chaque commune, au fond, les avantages ou les inconvénients ou le point, comment agit la communauté de communes pour elle, quoi. Mais rien n'empêche de le faire. Moi, je ne suis pas favorable à créer trop de normalisation. Parce qu'on ne peut pas nous dire, d'un côté, c'est trop compliqué, vous nous obligez à autre chose. Au fond, à un moment donné, soit le président de l'interco, son bureau, les maires, le conseil communautaire dit moi j'ai besoin d'un bilan chaque année sur ce qu'a fait, sur combien j'ai payé, sur ce qu'a fait. Et puis, mais beaucoup font leur compte. Hein, ils disent on paye plus qu'on ne reçoit. On a l'impression d'être en Europe d'ailleurs. Mais la vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça devrait marcher. C'est que vous avez un intérêt municipal et vous avez un intérêt communautaire qui agrège les intérêts municipaux. Donc peut-être que vous payez 100 et vous n'avez récupéré que 70 au travers de projets, mais peut-être que la valeur générale de votre commune, peut-être que la fluidité dans votre commune et autour de votre commune fait que la vie est meilleure. Et au fond, on ne devrait pas venir dans un conseil communautaire avec la seule et unique idée de défendre les intérêts de sa commune. Et si possible, la subvention qu'on attend pour faire ci, ça ne devrait pas être comme ça. On devrait se dire quel est l'intérêt d'un territoire plus large, qui n'est quand même pas non plus très éloigné, de ce territoire. Dans ma commune, il y a un habitant, et cet habitant, il ne doit pas être mélangé à nos problèmes de cuisine. Quand vous allez au restaurant, sauf si vous vous intéressez à la manière dont on fait la cuisine, alors, il y a beaucoup de monde, mais sinon, ce que vous cherchez, c'est que ce soit bon et que ce soit au juste prix. Et donc, si vous êtes obligé, quand vous êtes électeur ou citoyen, d'essayer de comprendre comment ça marche entre les uns et les autres, ça ne va pas. D'où, d'ailleurs, le fait que quand il y a un nid de poule, que l'élu municipal renvoie à la communauté de communes, c'est une très mauvaise chose. Et il ne s'aperçoit pas, d'ailleurs, que c'est une très mauvaise chose pour lui-même, parce qu'on lui demande de s'en occuper. Donc il dit oui, d'accord, je vais m'en occuper, ça c'est très bien. Et puis il appelle son collègue de la communauté de communes qui s'occupe de ça, ou que sais-je, ou les services, enfin, comme ils ont l'habitude de faire, et puis il dit, il y a un nid de poule, c'est vous qui devez les faire, quand est-ce que vous passez, etc. etc. Puis tout le monde s'explique. Il y a un moment donné, il y a quand même de la vie là-dedans. Et plus vous mettrez de règles, et moins elles seront respectées, ou plus elles seront respectées en façade. Et pas dans la réalité. Il n'y a rien de pire que la superficialité. Et on essaye de faire en sorte que, quand on a une liberté d'élu, on l'a, et derrière, on a la responsabilité qui va avec. Hein.
beaucoup de compétences, beaucoup de liberté égale beaucoup de responsabilités. Donc on ne renvoie pas toujours vers les autres. Il y a un point d'ailleurs que nous proposons, que j'avais un peu oublié, qui est celui de dire il faut... c'est l'actualisation des bases locatives. Vous savez, à l'Assemblée et au Sénat, on vote chaque fois au PLF une forme d'indexation. On l'avait beaucoup poussé d'ailleurs il y a quelques années. Mais on n'a jamais revu les bases locatives. On l'a fait pour les locaux professionnels, mais on ne l'a pas fait pour les locaux d'habitation, parce que c'est terrible à faire. Et tous les ans, ça revient, et tous les ans, on dit, on remet 3 ans, parce que dans 3 ans, ça ira mieux. Et finalement, c'est jamais refait. Et on propose que ça puisse être fait sur le plan national, mais enfin, on attendra, à mon avis, la Saint-Glinglin, mais que ça puisse être fait à la demande d'un EPCI. Si le PCI souhaite qu'il y ait une révision, alors pas par lui-même, et pas par un cabinet d'audit, mais par la direction départementale ou la direction générale des finances publiques, alors c'est fait. Et peut-être que s'il y a un mouvement comme ça de réactualisation par le bas des bases, pour qu'il y ait plus de justice fiscale, plus de ci, plus de ça, enfin à chacun de s'expliquer, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais ça clôturera le débat, personne n'en veut localement. Monsieur Clément Pernaut, pour la question suivante. Oui, je partage avec vous l'idée qu'il faut mettre en avant tous les effets positifs de l'intercommunalité pour avoir un jugement objectif, parce que quand on voit la multiplicité des situations, on est encore dans les Hautes-Pyrénées dernièrement, je vous promets qu'il faut être fou comme notre président et ambitieuse comme notre rapporteur pour avoir l'idée de commettre un rapport cohérent sur la notion d'intercommunalité. Alors, je ne parle pas de vous qui êtes engagé dans une démarche encore bien plus large, en intégrant non seulement les intercommunalités, mais l'ensemble des organisations territoriales. Enfin bref, tout ça est bien compliqué, mais c'est vrai que la multiplicité des situations fait que ça devient difficile de légiférer de manière cohérente, de sorte que l'on ait une règle pour tous, et qui s'applique de manière cohérente sur l'ensemble des structures qui peuvent exister aujourd'hui sur le territoire. Parce qu'on a mis en place un espèce de... Si je parle au niveau du global, c'est un espèce de monstre, quoi, avec de multiples membres, de multiples têtes. Enfin bref, c'est assez amusant à voir d'ailleurs. Parce que moi-même, ayant été président d'une intercommunalité, je ne pensais pas qu'il y avait autant de diversité de situations. Et cette mission... m'apporte beaucoup, m'apprend beaucoup. Donc après, on se repositionne forcément par là d'où on vient, quoi, ce que l'on a connu. Et il est vrai que moi, si je m'appuie sur ma communauté de communes, mes mentors, qui étaient à l'initiative du projet, étaient partis du principe, très simplement, comme des Jurassiens, vous imaginez bien, d'envisager de faire ce qu'on ne pouvait pas faire seul et de s'associer pour atteindre cet objectif. Agissant de la sorte. Et c'est là où vous avez raison, qu'il faut mettre en avant quand même les bienfaits de l'intercommunalité. Je ne sais pas si ça a généré des économies ou pas sur notre espace, mais toujours est-il qu'il y a des services que la population n'avait pas par le passé. Les piscines couvertes, le maintien d'activités culturelles telles que les cinémas, qui n'existeraient plus s'il n'y avait pas eu la participation intercommunale. On a toute la mise en place d'un réseau culturel aussi d'une autre ambition que celle que l'on aurait si on avait uniquement la ville ou les petites communes avoisinantes pour gérer. Enfin bref, il y a tout un ensemble de situations qui aujourd'hui ne sont pas chiffrées en termes de résultats, mais apportent un bien vivre et donnent une attractivité à notre territoire qui fait certainement que ce territoire attire encore une population nombreuse. Qu'en serait-il si on n'avait pas mis en place tout ça élu après élu, si je puis dire. Donc, tout ça m'amène à être particulièrement précautionneux sur ce sujet de l'intercommunalité, parce que je sais que pour un élu rural, on a des certitudes concernant le fait que c'est un outil indispensable demain si on veut pérenniser notre organisation de vie sur les territoires que l'on affectionne tout particulièrement. Donc, dans ce cadre-là, moi, je crois qu'il faut laisser la liberté. C'est-à-dire qu'un statut unique avec des compétences obligatoires,
Si demain vous mettez les transports ou des choses comme ça peut amener des complexités telles dans des petites intercommunalités de moins de 30 000 habitants, moins de 25 000 habitants, qui seront telles qu'on ne pourra pas faire face à ces obligations-là. Et aujourd'hui, on vit sans. Et a priori, sans que ça gêne nos concitoyens, puisqu'il n'y a pas de demande avérée en la matière. Donc c'est pour ça aussi que moi je tiens à cette espèce de liberté de décision pour les structures intercommunales. Alors bien évidemment, derrière, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas conservé les outils de fiscalité locale. Moi, j'avais les anciens partaient du principe qu'on ne dépensait que ce qu'on gagnait. Donc il fallait développer l'économie, vous voyez, c'est des principes auxquels vous étiez cher, enfin qui vous sont chers, j'en suis sûr. Voilà, oui, très cher. Et à partir de là, on développait l'économie pour envisager de développer les services. Vous voyez, c'était une règle de base simple, mais efficace, parce que ça a permis d'assurer la pérennité de nos structures et qui sont dans des situations financières relativement sympathiques. C'est pour ça que là aussi, moi, sur la fiscalité, essayer de se partager le peu qui reste, ce bout de taxe foncière dans les communes, le département avec sa DMTO, qui n'est pas une fiscalité, c'est une taxe, je rappelle, donc soumis au résultat d'une certaine activité économique. Donc bref, tout ça c'est compliqué, mais je crois qu'il faudra peut-être avoir le courage de dire à nos concitoyens que l'euphorie d'une campagne présidentielle ne peut pas justifier la fin d'une fiscalité qui avait sa cohérence et qui n'était pas discutée d'ailleurs. C'est un ancien maire qui vous parle. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un venir se plaindre de sa taxe d'habitation. Enfin bref, j'insiste pas sur le sujet, mais c'est peut-être qu'elle était basse chez nous parce que c'était bien géré. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, toujours est-il que je pense qu'aujourd'hui, la réflexion sur l'outil intercommunal, c'est de voir comment on peut laisser une autonomie de décision aux structures en place et puis derrière, essayer de trouver une autonomie, de retrouver une autonomie fiscale qui permettent à chaque territoire d'avoir une véritable politique dans son périmètre. Alors, il y a une autonomie financière, pas fiscale. C'est tout le débat. Alors, juridiquement, ça veut dire quelque chose, les taux, etc. Donc ça veut dire quelque chose. Nous, on essaie de sortir de ce débat-là pour redonner un peu de pouvoir de taux sur des impôts nationaux, ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser des questions évidemment existentielles à nos amis de Bercy. Sur la diversité des réponses un peu partout, tant mieux. Il faut correspondre au territoire. Et voilà. Donc moi, je trouve ça très très bien qu'on puisse imaginer qu'on aille vers une grande diversité de réponses locales, dans un cadre national. On n'est pas un État fédéral, encore une fois. Donc dans un cadre national où il y a une fiscalité à peu près claire, où il y a des compétences qui s'arrêtent quand il y a des compétences déterminées. Les départements ne peuvent pas faire d'économie, il ne faut pas qu'ils en fassent. Les régions ne doivent pas faire de la proximité, etc., etc. On doit avoir les compétences sociales sont des compétences obligatoires et il faut les exercer avant toute autre compétence, etc., etc., etc. Et donc la responsabilité des élus dans cette diversité, elle est formidable si elle est clairement répartie. Et vous aurez 12 façons de faire chez vous par rapport, voilà, ce sera différent parce que vous êtes juste différents. Il y a des usages locaux, il y a beaucoup de choses. Au fond, c'est la vie quand même. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de transparence vis-à-vis de l'électeur et qu'il y ait des outils juridiques pour le faire. Les DMTO, c'est 15 milliards, DMTO des départements. Donc c'est 15 milliards qu'on retransfère au bloc communal. Alors on lui retire autre chose, évidemment, parce qu'on est à un système équivalent. Donc on retire la TVA, on tire des choses comme ça. Mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait un lien entre la proximité et le foncier, quoi. C'est un peu... on n'a pas le prix Nobel d'économie ou de fiscalité quand on a dit ça, mais c'est la vérité. Donc il faut vraiment rebaser correctement sur le fiscal tout ce qui est bloc communal sur les outils de fiscalité foncière. Et les départements doivent se financer évidemment lourdement et avoir surtout une garantie de financement sur le paiement du social. Sur le statut unique,
Il est fait pour simplifier les choses. Hein. Les compétences de base, c'est celles des communautés de communes, hein, donc vous ne pouvez pas tomber en dessous. Hein. Après, si vous voulez faire plus, vous faites plus. Vous n'êtes pas obligé d'adopter un statut différent, de passer en communauté d'agglo, de faire ci ou faire ça. En fait, ce qu'on dit, c'est que les outils tels que vous les avez aujourd'hui, vous pouvez les développer sans avoir à changer de statut de collectivité locale. Voilà. Mais c'est une... Je pense qu'on a besoin d'une vision maintenant un peu panoramique. Parce que les lois précédentes, MAPTAM, etc., que j'ai évoquées, nôtres, elles avaient des objectifs précis. Et on s'aperçoit qu'on a souvent atteint l'objectif contraire à ce qu'on avait pensé faire. Et donc, il faut avoir une vision plus générale, car il y a des problèmes partout. Si vous résolvez, si vous faites un peu de droit électoral, ça ne va rien résoudre. Et l'électeur peut, à juste titre, vous dire c'est quand même bizarre de commencer par le droit électoral. On a besoin de parler de qui fait quoi. On en a parlé, ça fait 3 lois qu'on en parle. Hein. À chaque fois, MAPTAM a essayé de mieux organiser, etc. Mais au fond, la nature reprenant son rythme de croissance naturelle, on s'aperçoit que dans telle préfecture, on fait attention, dans telle autre préfecture, un peu moins, que derrière le fait que, par exemple, le développement économique, on peut mettre beaucoup de choses derrière cela. Il faut c'est aux régions de s'en occuper, elles doivent le faire totalement, occuper totalement la place, et puis elles ont un correspondant local. Parce que ça se passe toujours à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a des clauses de compétence générale. C'est parce qu'on a un correspondant local, donc ça se passe sur le territoire, il y a une entreprise qui s'implante. Donc à un moment donné, les deux doivent discuter ensemble pour regarder comment on fait, à la fois pour des très grandes entreprises, comme pour des très petites. Et le département, il a bien à faire autre chose en essayant d'assurer l'équité territoriale et d'assurer et donc de faire ce que toute la ruralité peut parfois pas faire, et même des petits EPCI, et qui les aident en ingénierie, en plein de sujets. Et puis cette grande compétence sociale, et puis les collèges, et puis les routes, etc., etc. Donc il y a un travail tout à fait gigantesque départemental. Donc il faut que ce soit mieux réparti. Et vraiment. Et cette vision globale, à ce moment-là, elle devient utile parce qu'on y met de l'adaptation par de la contractualisation et donc des accords locaux très larges. On y met de la fiscalité la plus claire possible, même si chacun regrettera qu'il n'y ait pas de fiscalité directe locale plus, et donc plus de pouvoir de taux. Mais à la limite, si tous les partis politiques ou tous les élus disent « je suis d'accord pour recréer une taxe d'habitation », mais j'en ai pas entendu beaucoup dire ça. Je n'ai pas entendu se précipiter sur le terrain pour dire il y a le regret, j'ai coupé le lien. Enfin, je n'ai pas vu un parti politique, en tout cas. Il y a peut-être quelques élus extrêmement courageux ou en fin de carrière qui disent il faut créer une taxe d'habitation. Ou vous pouvez l'appeler autrement, contribution. Repsamen en a parlé il n'y a pas longtemps. Ben oui, mais vous avez vu. Il a fait carrière. Combien de temps il en a parlé? 4 secondes. Oui, mais ça a fait le buzz. Ça a duré 4 secondes. Ça fait le buzz 2 jours. Et parce que c'est évident que ce serait probablement mieux, mais en même temps, personne s'est opposé à la suppression de la taxe d'habitation, en réalité. Si vous dites on supprime demain l'impôt sur le revenu, il y aura beaucoup de partisans. Hein. Ouais. Et puis après, il y aura peu d'élus qui décideront de Moi, j'aime bien les gens qui se se posent les questions des deux côtés. Je supprime un impôt, mais je le remplace par autre chose. Voilà, mais c'est ça. Parce que les dépenses, elles continuent à courir. Ou alors, il faut une réduction de dépenses équivalente, et pour l'instant, on n'a pas trouvé. Je vous propose de rester dans le sujet du jour. Donnons la parole à M. Lucien Stansione. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 3 questions. 2 sont liées entre elles, et la dernière revient sur un point que vous avez abordé. La notion statut unique s'appliquerait également aux intercommunalités, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, toutes les strates des collectivités territoriales, même si les intercos n'en sont pas, en seraient du coup. Du coup, deuxième question, c'est que pensez-vous du devenir des communes dans cette affaire-là? Et la troisième question, qui n'est pas liée aux 2 premières, mais je voudrais revenir sur la fixation de des valeurs locatives.
ne pensez-vous pas que le fait de le traiter sous forme de demande par les intercommunalités et à traiter par la direction des impôts, ça crée des disparités à l'intérieur d'un département ou même d'une région, et que ça créerait à terme des pôles d'attraction, les endroits qui ont été révisés probablement à la hausse, c'est probable, au détriment de ceux qui n'ont pas été révisés. Et voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Sur le statut unique, je ne pensais qu'aux EPCI, communauté de communes, communauté d'agglo, communauté urbaine, et puis métropole. Je pensais à un seul statut. Vous voyez, parce qu'il y a des statuts juridiques. Vous voyez, je suis en communauté d'agglo, je suis en communauté de machin, il faut tant d'habitants, une ville de plus de 15 000 habitants, enfin, etc., etc. Et si vous êtes comme ça, il y a des effets de seuil, et dans ce cas-là, tu as plus de compétences. Ça existe déjà. Je me suis mal exprimé ou pas complètement. Mais est-ce que ça veut dire que ces collectivités, ces structures accèdent à la notion de collectivité territoriale? Non, non. Non, le PCI, dans les propositions de ce rapport, le PCI n'est pas une collectivité locale. Ça reste, on a vraiment mis l'accent sur la subsidiarité. Et la subsidiarité, c'est ce que vous disiez, c'est on fait mieux collectivement que tout seul sur un certain nombre de sujets. Ce qui m'amène d'ailleurs aux communes, le devenir des communes. Je pense que les communes, si elles veulent fusionner, elles fusionnent, mais beaucoup de communes ont envie de rester. Et à ce moment-là, ce qui compte, c'est que ce soit le premier maillon, le premier maître, au fond, de l'action publique. Beaucoup de communes ont très peu de moyens, donc elles vont faire de l'hyper-proximité. Ce que je dis est d'une banalité extrême, mais elles font avec ce qu'elles peuvent, là où elles le peuvent. Et puis elles montent d'un cran à l'EPCI quand elles veulent plus de choses, parler de transport, parler de ci, de ça, d'ordures ménagères et de plein d'autres choses. Ou pour les aider dans la réfection de l'église, ou que sais-je. Il y a des programmes qui peuvent être... il se passe beaucoup de choses. Je pense que ça peut durer longtemps, hein, cet équilibre. Parce qu'on aura toujours besoin, le citoyen, il aura toujours besoin d'une porte d'entrée vers le service public. Et au fond, le maire, il est quand même plus facilement visible que le président de l'EPCI. Hein. Même le président de l'EPCI, quand même plus visible, le maire. Et donc, ce premier maître de l'action publique, il faut aussi le valoriser. Mais pas uniquement en donnant des médailles, il faut le valoriser en donnant un accès au service public privilégié au maire qui devient le correspondant de l'ensemble de sa commune qu'il représente vis-à-vis des administrations, alors centrales, ou des administrations des autres collectivités locales, qui elles-mêmes créent leur propre complexité administrative. Et donc, on propose des plateformes, on propose le devoir de réponse des administrations lorsque c'est un maire qui pose la question, etc. etc. Donc, on propose de valoriser mieux la fonction de maire en essayant de lui donner plus d'outils. Soit ça reste un vœu pieux où on le vote dans une loi un jour, puis après on s'en occupe pas, comme ça arrive souvent, et puis voilà, ça n'existe pas. Soit l'État, en lien avec les présidents de départements et de régions, décide qu'effectivement la parole d'un maire, ça doit s'entendre. Ça doit s'entendre. Et ça, on peut le mettre dans les textes, on peut un peu le durcir. Ça ne doit pas être qu'un vœu pieux, quoi. J'ai bien conscience de ça, mais je pense qu'il faut l'écrire dans des textes. Les valeurs locatives, vous avez raison, mais comme on ne le fait pas sur le plan national, on s'est dit peut-être qu'on peut commencer par le faire sur le plan local et là où se crée la valeur foncière. C'est bien dans le PCI. Après, est-ce que ça peut créer des disparités dans le PCI du coin d'à côté qu'il n'a pas fait? Oui, bien sûr. Mais peut-être que la loi fiscale doit en tenir compte. C'est-à-dire que ceux qui ne l'ont pas fait, ils bénéficient d'actualisations, d'inflations différentes. Vous voyez, on peut jouer ceux qui se sont mis au goût du jour en termes d'actualisation des valeurs, et ceux qui ne s'y sont pas mis, il peut y avoir une différence de traitement après dans l'actualisation de ces valeurs. Parce que beaucoup de maires comptent sur l'actualisation nationale de la valeur foncière. Jean-Claude Anglard, en l'invitant à être aussi concis que Lucien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'avais une remarque et puis une question. La remarque, c'était simplement que depuis que nous travaillons sur le sujet dans cette mission, nous avons constaté que là où le périmètre avait été choisi, ça marchait assez bien. La gouvernance se suivait. Quand le périmètre a été subi, suite aux différentes lois, effectivement, ça devient plus compliqué. Alors,
à l'intérieur d'un périmètre subi, lorsque vous voulez prendre un bout de compétence, un bout d'un territoire et pas l'autre, c'est infaisable. Personne n'ose s'y lancer. Mais ce n'était pas ma question. Donc ça, c'est le fond du sujet. Depuis le début, on ressent ça sur le terrain. Je ne vous parle pas du citoyen, vous l'avez très bien identifié. Aujourd'hui, le citoyen ne se reconnaît pas. Il reconnaît le maire, mais il ne reconnaît pas la communauté de communes. Il ne voit pas la valeur ajoutée, généralement, de ce qu'il faut faire. Donc je suis d'accord avec vous sur les explications à donner, mais vous donnez de bonnes explications quand vous choisissez d'aller quelque part, pas quand vous subissez. C'est une règle, on l'a été maire, président de communauté de communes, moi je le pense comme ça. Ma question portait simplement sur le sujet que vous aviez remis à l'ordre du jour et qui est important pour moi, c'est le conseiller territorial. Est-ce que vous pourrez nous parler de votre idée, puisqu'on entend ici ou là, depuis que vous l'avez mis dans votre rapport, que vous en parlez moins, que vous osez plus en parler, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce sujet, sur cette bonne idée du conseiller territorial? Juste pour revenir sur votre remarque sur les périmètres subis, je suis complètement d'accord avec vous. Dans le rapport, il n'y a rien de coercitif. Et d'ailleurs, on le voit, dans un passé récent, on a cherché à faire des contrats de Cahors, où finalement on obligeait à la maîtrise de la dépense publique dans les collectivités locales, et différemment selon les strates de collectivités locales. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Évidemment, il doit y avoir une contribution à l'effort de finances publiques, etc., etc. Et il ne doit pas y avoir de stigmatisation des uns et des autres, mais il doit y avoir un effort. Il n'y a pas que l'État qui peut faire des efforts. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, après, obliger, ou se dire que le maire qui a géré son budget le mieux qu'il pouvait, ou le président de département qui a fait ce qu'il pouvait, est-ce qu'il a le sentiment de participer à la dégradation financière de la France? Ben non. Parce qu'il ne sait pas qui participe à la dégradation financière de la France souvent. Enfin, je vois assez peu de conseils municipaux qui se demandent comment ça entre dans les objectifs financiers de la France et dans la loi de programme, dans la loi de stabilité financière qui va à Bruxelles, etc. Lui, il essaie de faire correctement son outil de gestion et son budget. Évidemment, ça s'agrège, tout ça. Il le sait que c'est la dépense publique qui s'agrège. Mais est-ce qu'il a l'impression de mal faire? Non. Mais répondre par une coercition, ça ne marche pas. Donc il faut trouver d'autres niveaux de réponse. D'ailleurs, le Premier ministre l'a souhaité, et je pense qu'il faut regarder. Et moi, je propose un cadre, une loi de programmation des finances locales, qui doit fonctionner aussi par strate. Et après, surtout, une pratique de partage, notamment des ressources et donc de l'impôt national, entre égaux, par des conférences annuelles de financement des collectivités locales. Je propose d'ailleurs, entre parenthèses, que les fonctionnaires territoriaux soient gérés comme une branche de la fonction publique. C'est toujours des statuts des fonctionnaires, mais soient gérés par les élus locaux. Alors, pas dans chaque mairie, mais par la conférence des employeurs, représentée par les départements, les régions et les communes, et qu'après, vous preniez des décisions concernant le point d'indice, concernant le rythme des carrières, etc., etc. Pour éviter de dire, c'est l'État qui a augmenté le point d'indice, l'État a décidé en plein milieu d'année d'augmenter le point d'indice, et moi, mon budget... donc faites-le, que les élus locaux prennent en charge la gestion de la fonction publique territoriale. Quant au pouvoir et si jamais d'ailleurs ça ne se fait pas, si jamais les collectivités ne font pas ce qu'elles sont amenées à faire par la loi, si elles ne prennent pas au fond leurs responsabilités, alors moi je propose que le préfet puisse considérer qu'il y a carence, puisqu'on est dans un État central, que par exemple l'égalité des gens devant le service public, des choses comme ça, si tel ou tel sujet est traité un peu légèrement par une collectivité ou pas du tout, alors il est naturel que l'État dise, attends, il y a des concitoyens qui ont aussi des droits. Donc il y a ce jeu entre concentration, déconcentration et décentralisation. Sur le conseiller territorial, je pense qu'il faut le faire. Parce que je pense que supprimer des strates, c'est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas ça déclencherait ça prendrait une énergie folle à la nation, alors qu'elle a besoin d'en consacrer sans doute à autre chose. C'est facile de le dire, le millefeuille territorial. Il n'y a pas plus de feuilles que dans les autres collectivités en Europe, en dehors de l'intercommunalité. Donc le conseiller territorial, on m'a dit que ce n'était pas possible.
On m'a dit que ce n'était pas possible parce que ça ferait trop de conseillers territoriaux depuis les grandes régions. Puisque le conseiller territorial, ça avait déjà été voté, ce n'est pas mon idée, comme vous le savez, ça avait été voté en 2010 ou quelque chose comme ça, et puis après supprimé sous la présidence Hollande en 2013. Et nous avons regardé à peu près une quinzaine de modes de scrutin. Puisqu'il y a plusieurs modes de scrutin possibles. Donc on est allé dans le détail avec le ministère de l'Intérieur. On est allé dans le détail des modes de scrutin pour faire en sorte que les assemblées régionales ne soient pas des assemblées à 600 personnes. Et on y arrive. J'ai aussi un tableau là-dedans, région par région, qui fixe le nombre de conseillers territoriaux. À partir des binômes, on garde le scrutin cantonal, parce que je pense que c'est très important de garder une racine cantonale et que ce ne soit pas à la proportionnelle. Donc il y a une racine cantonale. Il faut redécouper légèrement les cantons, mais pas plus que ça, pas tant que ça. Et puisqu'il y a des binômes, un sur deux peut siéger, au fond, hein, à un moment donné. Donc c'est un choix. Ça bouleverse la politique locale, quand même. Hein. Ça la bouleverse un peu. On fait de la politique autrement. Pourquoi pas, hein. Moi, je pense que pourquoi pas. On a peut-être besoin de changer un tout petit peu. Et on a après des collectivités qui ne feront pas nécessairement la même chose, parce que je ne vois pas des conseillers territoriaux, quand ils sont au département, voter différemment, ou te dire, attends, on l'a déjà fait, on le fait déjà au niveau du département, on ne va quand même pas le refaire au niveau régional. Donc tout ça, me semble-t-il, serait plus organisé, plus orchestré. Alors, il y a les tenants, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Enfin, je pense quand même que tout ce qui peut rationaliser quand même les strates, plutôt que de tuer une strate, je pense qu'on en a besoin, de rationaliser l'action des strates, me semble passer au fond par les hommes, plus que par les règles. Et donc un conseiller territorial, ça permet aussi d'avoir un élu local, en dehors des maires, d'avoir un élu local puissant. Il représente vraiment quelque chose. Et le député et le sénateur qui représentent le pouvoir de légiférer, et vous avez un conseiller territorial qui représente réellement quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, le conseiller régional, quelle que soit sa qualité, hein, quel que soit l'effort qu'il peut mettre à l'accomplissement de son mandat, il a du mal à se faire connaître, sauf s'il a un autre mandat. Il est connu à ce moment-là au titre de son autre mandat. Voilà, je vais d'abord... Je ne vais pas être très longue, mais par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport aux conseillers territoriaux, vous disiez que vous vouliez peut-être redécouper les cantons. Réduire les cantons, ou plutôt, qu'est-ce que vous appelez le redécoupage? Parce qu'on voit bien aujourd'hui la difficulté des découpages. Déjà, les grands cantons, c'est quand même assez compliqué. Je trouve que dans certains endroits, c'est pas si évident que ça. Il faut la proximité. On sait très bien que les élus et les administrés aiment bien la proximité. Donc si vous refaites un découpage, dans quel sens vous le voyez? Et vraiment, et si vous pouviez vraiment définir les missions des conseillers territoriaux, parce que pour moi, ça me semble un peu flou. Les missions des conseillers territoriaux, c'est la fusion des missions du conseiller départemental et du conseiller régional. Donc il siégera dans les deux assemblées. Il siégera dans les deux assemblées. Il sera conseiller régional et conseiller départemental. Donc on appelle ça conseiller territorial. Donc c'est pour ça que c'est un élu qui a du poids. Ça veut dire que lui, ça prend du temps, hein. C'est pas à vous que je vais le dire. Donc c'est un élu qui aura du temps à passer, donc il peut pas faire ça superficiellement. Alors oui, ça nécessite de redécouper. Alors j'ai les chiffres, mais je les retrouve pas comme ça. Ça nécessite de redécouper un certain nombre de cantons, mais augmenter la taille. Obligatoirement, parce que vous avez beaucoup de cantons dans une grande région. Et donc, si vous voulez avoir des assemblées qui se correspondent à peu près à la même taille des assemblées régionales d'aujourd'hui, vous avez cela. Mais vous gardez un scrutin quand même organiquement territorial. Parce que le plus simple, hein, c'est de faire des listes. Hein. Mais moi, je ne suis pas un grand fanat de la proportionnelle et des listes. Donc, ça marche bien dans les municipales, mais vous avez un maire qui tire une liste, on sait qui va faire quoi. Enfin, bon, là, ça marche bien. Et comment rapprocher les électeurs des élus que nous sommes en faisant plus de scrutins de liste, hein. J'ai l'impression qu'on ne va pas simplifier les choses. On rajoute une autre strate, hein, d'autres personnes. Et au mode de scrutin, est-ce que pour s'identifier, vous n'avez plus de conseils. Vous avez des gens qui restent. Ah non, c'est une seule personne.
Vous avez un binôme. On appelle ça les binômes en général. Donc vous avez les conseillers généraux et des binômes. Voilà. Et là, un des deux, il a été décidé par les deux, par le parti politique qui les envoie, etc., qu'il y en a un qui siège au département, point, et il y a l'autre siège au département et à la région. Voilà. Oui, celui qui est conseiller, ça supprime un certain nombre d'élus, oui. Oui, il y a moins d'élus. À la sortie, il y a moins d'élus, avec plus de pouvoir. Et une capacité... La meilleure des cohérences, c'est quand même celle qui est adaptée à notre capacité à décider humainement. Vous avez beau avoir plein de textes, avoir des lois dans tous les sens, vous les répartissez au mieux, puis quand vous sortez de l'hémicycle... sur le terrain, ça donne un truc qui est un peu différent. Le mieux quand même, c'est la cohérence et la rationalité par le mandat. Par le mandat. Et donc une grosse responsabilité. Hein. Grosse responsabilité. Sur ce sujet-là... Je vous laisse parce que j'ai un vote à l'Assemblée sur l'article 4 de la... Rapidement, juste là, se posera quand même sur la question du conseiller territorial, la question du cumul des mandats. Voilà. Quand vous parlez du conseiller territorial, vous faites abstraction de l'idée que le département soit l'assemblée des intercommunalités aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a aussi un jour entendu, que le département puisse être composé non plus d'élus cantonaux, mais de présidents d'interco, voire quelques-uns de plus dans chaque intercommunalité. Et puis juste vous demander quelle appréciation vous avez sur l'exercice de la compétence économique par les intercommunalités et du couple région-interco sur ce sujet-là. Voilà. Rapidement. Sur les cumuls des mandats, je suis favorable. On a développé très précisément comment ça pouvait éventuellement se passer. On ajoute le poste de présidence d'intercommunalité dans le cumul. Ce qui est logique, il y a un budget, ça ressemble quand même, même s'il n'y a pas, c'est pas une collectivité locale. Donc on l'a dit. Évidemment, on peut être maire et président d'interco, sinon ce serait pas logique, mais vous pouvez pas être président d'interco et je sais pas, président de région par exemple ou des choses comme ça. Donc vous pouvez pas. C'est considéré que dans la proposition qu'on fait, qui est une proposition de bon sens. Compte tenu de ce que sont devenus les intercos. Sur le département, avec comme conseillers départementaux les représentants des intercos, c'est un peu différent. Non, on n'a pas du tout travaillé là-dessus, parce que ça retire de la démocratie. Et comme on est plutôt parti sur le conseiller territorial, ça devient compliqué, dans ce cas-là, de faire quelqu'un qui siège dans les deux. Et puis, c'est pas très bon pour les maires. Parce que ça écrase quand même la fonction de maire, puisque ça donne tout d'un coup au président d'interco, qui est au fond primus inter pares, au moins comme ça, au moins facialement. Bon, c'est un peu... Mais bon, tout ça peut être soumis à la discussion. Quant à la compétence économique des EPCI, je pense qu'elle est assez fondamentale. Et je pense qu'elle résonne bien avec la compétence des régions. On voit bien que ce couple EPCI commune, parce qu'à un moment donné, ça se retrouve toujours sur le territoire d'une commune, mais c'est l'EPCI qui a les structures pour s'occuper d'économie, et c'est bien comme ça. Et c'est un territoire suffisamment petit pour qu'il ait une cohérence. Et la région, pour développer des outils puissants d'aide à l'économie sous toutes ses formes. Et ça fonctionne bien. Et le département ne doit pas s'en mêler. Il y a tellement de choses à faire. On va vous faire revenir, Monsieur le Ministre, parce qu'il y a des questions qu'il va falloir qu'on complète ensemble. Bien, vous me permettrez, au nom de notre président Jean-Marie Misson, de vous remercier. Alors, il n'y a pas eu un putsch pendant votre intervention. Hein. Il y a eu seulement des obligations d'emploi du temps. J'ai eu le bonheur d'être amené à le remplacer, notre ami, le président. Donc, en son nom, un grand merci, Monsieur le Ministre. Vous êtes une référence en la matière, donc... on vous écoute toujours avec beaucoup de joie et de bonheur, donc n'hésitez pas à revenir. Voilà, c'est votre place naturelle.